Bonjour à tous et à toutes, merci de nous rejoindre cette semaine pour la nouvelle émission d'Entre nous sur ICI Télévision. Notre invitée cette semaine est la députée de la circonscription de Bourassa-Sauvé, Madame Madoua Nika Cadet. Bonjour et bienvenue. Bonjour, merci beaucoup de l'invitation à l'émission Entre nous. Vraiment, c'est un plaisir de vous avoir avec nous aujourd'hui. Je pense que c'est très important, au vu pour les électeurs et pour le public, de pouvoir avoir un petit peu le retour et poser certaines questions à leurs élus. Donc déjà, je vais juste revenir un petit peu sur votre élection qui a eu lieu en octobre 2022. Oui. Donc on est là maintenant presque un peu plus d'un an. Oui. Je me demandais un petit peu personnellement pour vous, quel est le bilan de cette première année? Comment vous avez vécu ça? D'abord, vivre une élection, donc remporter une élection, c'est un grand privilège. Donc, quand les électeurs nous font confiance, donc au terme de cette première année de mandat, au-delà de remercier les gens, les électeurs de Bourassa-Sauvé pour cette confiance-là, quand je regarde cette première année, je me dis d'ores et déjà, c'était une première année chargée, une première année où, sur le plan parlementaire, j'ai occupé différents dossiers, parfois même 6 à la fois. Donc, j'ai été donc porte-parole donc en travail, emploi, jeunesse, langue française, développement économique régional, économie, innovation, vice-présidente de la Commission des finances publiques. J'ai été coprésidente du comité de la relance du Parti libéral du Québec. Donc, après cette année avec énormément de responsabilités, je me dis la courbe d'apprentissage, elle est énorme, mais je suis assez satisfaite de cette année-là. Est-ce que c'est un peu le ton qui va prendre tout votre mandat, c'est-à-dire une année... un mandat bien chargé, bien occupé, ou est-ce que c'était peut-être lié seulement à la première année? Je pense que c'est une excellente question, ça. C'est certain, je veux dire, moi, je suis une femme de défi. Puis, je suis une femme de défi, puis je suis une femme de résultats aussi. Donc, une fois qu'on en a réalisé quelques-uns, on a toujours envie de pouvoir donner le plus possible donc, aux gens qui nous ont élus. Donc là, j'ai parlé de ce que j'ai fait sur le plan parlementaire, mais il y a aussi tout le travail de circonscription qui pour moi, est un travail de premier plan parfois. Sur le plan médiatique, il est un peu relégué à l'arrière-plan parce que, le travail parlementaire prend le dessus au niveau de la couverture des journalistes de la colline, mais le travail qu'on fait au niveau de la circonscription est extrêmement important. Je sais que ça va très vite. Ça va très vite un mandat, c'est 4 ans, donc j'ai déjà un peu plus d'1 an derrière moi, avec, oui, l'année d'apprentissage, parce que les premiers mois, donc lorsqu'on est élu, il y a cette courbe-là dont j'ai parlé, qui fait en sorte que, on est un peu devant l'inconnu, mais maintenant que je suis bien en selle, je sais qu'il y a plusieurs objectifs que je me suis lancés, que je me suis donné quand je me suis lancée en politique, puis je dois encore les réaliser. Donc peut-être, oui, que ça donne le ton que vous l'avez posé comme question. J'ai beaucoup d'énergie, puis je pense que ça prend ça aussi en politique, ça prend de l'énergie parce que c'est demandant, mais on le fait parce que c'est du service public, puis on a cette passion-là. Justement, je vais revenir un petit peu sur les élections. Ces élections qui ont eu lieu en 2022, c'était une année, j'allais dire, donc, très chargée, occupée, très prenante justement de préparer ces élections-là. Mais aussi, c'était une année au niveau personnel où vous êtes devenue maman. Oui. Donc, je me demandais un petit peu comment vous avez abordé ces élections en prenant en compte tous ces éléments. Est-ce que vous avez abordé ces élections de manière confiante? Comment vous avez vécu ça? C'est très drôle, c'est une excellente question, ça aussi, parce que, évidemment, donc moi, ça fait longtemps que je suis impliquée en politique, je suis une militante, j'ai été conseillère jeune femme dans l'Association libérale de Bourassa-Sauvé quand j'étais plus jeune, j'ai commencé dans Bourassa-Sauvé comme membre à découvrir l'univers politique dans la circonscription qui avait accueilli mes parents près de 40 ans plus tôt. Donc, cette implication sociale-là, politique-là, donc cette fibre-là, je l'avais, et au fur et à mesure de mon implication, l'idée de me lancer est devenue plus claire. Mais en 2022, comme je l'avais mentionné, je suis devenue maman. Donc, à l'aube de ces élections-là, je n'avais pas nécessairement en tête de me lancer pour devenir députée en 2022. Mais lorsque ma prédécesseur, Mme Poudre-Robitaille, donc, a décidé de quitter pour se concentrer sur la couverture du conflit en Ukraine, l'opportunité s'est présentée. Et moi, les premières questions que je me suis posées, c'est est-ce que dans un contexte de conciliation famille-travail, ça va être possible pour moi de me lancer? J'ai un poupon,
Je veux dire, je suis à la maison, j'allaite, il ne fait pas encore ses nuits. Donc, toute la réalité de nouvelle maman, c'est exactement ce à quoi je faisais face. Là. Donc, j'avais un tout petit bébé lorsque j'ai décidé de me lancer. Et tout de suite, étant donné mes années d'implication, étant donné mes années d'implication locale, le fait que, donc, c'était une circonscription avec laquelle j'avais beaucoup de liens, étant donné que, bon, au Parti libéral du Québec, donc, je l'ai dit, donc, j'avais été, donc, conseillère jeune femme, représentante de Montréal-Nord à la commission jeunesse à l'époque, présidente de la commission jeunesse, secrétaire générale au parti. Donc, j'avais ces différentes implications-là qui faisaient en sorte que tout de suite, mon entourage immédiat s'est dit, on est là. C'est un travail d'équipe. Vous avez eu comme un support? Tout de suite. Donc, mes parents, évidemment, mon conjoint, mais toute ma famille élargie, ils m'ont vu grandir dans cet écosystème-là. Ils ont vu la passion que j'avais pour la politique. Ils ont vu la passion que j'avais pour le nord-est de l'île de Montréal, où j'avais fait un peu donc, mes premiers pas d'implication sociale. Et tout de suite, les gens, donc cet entourage-là, donc, a été là en se disant, OK, donc on va faire équipe et puis inquiète-toi pas, donc on est là pour le bébé. Et je pense que le bébé aussi, lui, s'est dit, OK, on va faire équipe. Avant, il a commencé à faire ses nuits un mois après le début de la campagne. Finalement, c'est vrai que vous avez quand même un beau travail d'équipe, même au niveau personnel, qui vous a permis d'aborder les élections et puis d'envisager. C'est parce qu'à ce moment-là, on ne savait pas encore, mais vous envisagez la suite plutôt sereinement. Oui. Finalement. Oui, tout à fait. Parfait. Mais je me disais, en tant qu'avocate, et justement, avec, comme vous dites, avec vos nombreuses années vraiment d'implication politique, je me demandais, quand vous êtes présentée, qu'est-ce que vous souhaitiez peut-être apporter comme changement ou comme, peut-être comme, qu'est-ce que vous vouliez souligner qui était peut-être déjà là ou peut-être vraiment modifier? Moi, je le répète très souvent, moi, ce qui m'amène en politique, puis je me suis reposé cette question-là en campagne électorale parce que c'est important de ne pas tout simplement le faire par automatisme ou par année d'implication en se disant, ah voilà, donc ça me procure une satisfaction personnelle, donc je me lance. Donc, c'était important pour moi d'avoir ce pas de recul-là puis de me demander pourquoi maintenant, au-delà de la fenêtre d'opportunité, pourquoi moi et qu'est-ce qui fait en sorte que je m'implique depuis autant d'années que j'aime ce travail-là. Puis je ne le fais pas parce que j'aime la joute politique en tant que telle, mais c'est vraiment, je veux dire, je suis avocate, j'ai un MBA, j'ai une maîtrise en politique publique. J'aime le développement politique. Puis, quand je regarde donc, mon historique familial, mais également l'historique familial donc, des gens qui me ressemblent, et notamment donc, des gens qui habitent la circonscription de Bourassa-Sauvé, tout de suite, la question de la mobilité sociale est venue me chercher. Donc déjà, je disais, quand j'étais conseillère jeune femme dans Bourassa-Sauvé, que j'étais représentante de Montréal-Nord à la commission jeunesse du Parti libéral du Québec, à l'époque, j'avais déposé donc différentes propositions, donc des résolutions qui traitaient un peu de la question de la mobilité sociale intergénérationnelle, notamment des mesures en matière de petite enfance. Donc des résolutions en mettant à l'époque, donc j'ai peut-être 20-21 ans, je regroupais donc d'autres jeunes donc de Montréal-Nord, puis donc je développais donc certaines idées en matière de petite enfance pour qu'elles soient débattues lors du congrès jeune de l'époque. Donc cette idée-là d'investir en nos jeunes, d'investir très tôt dans les prochaines générations afin qu'ils puissent déployer leurs ailes, afin qu'ils puissent s'épanouir à la hauteur de leur capacité, peu importe le milieu d'où ils proviennent. Pour moi, c'est une question qui est encore aujourd'hui fondamentale. 10 ans plus tard, 10-12 ans plus tard, avec mes années d'implication, puis je pense avec mon expérience comme élue maintenant depuis un an, j'aborde cette question-là même de façon différente que je le faisais quand j'étais étudiante. À l'époque, il y a toujours cet élément-là qui sous-tend la question de la mobilité sociale, de la mobilité intergénérationnelle, l'équité des chances, mais c'est évidemment donc, la mobilité économique, donc l'opportunité donc, pour chaque individu de pouvoir donc, se déployer, donc s'épanouir donc, sur le plan économique, donc qu'on puisse voir donc, cette trajectoire-là et qu'on puisse voir donc, des gens pouvoir sortir donc, de certains cercles, parfois de pauvreté, mais parfois donc, tout simplement donc, de précarité, sans préjudice donc, du milieu donc, dont les parents sont issus. Mais aujourd'hui, j'aborde aussi cette question-là d'équité des chances dans une perspective de diversité. Diversité et d'inclusion. Parce que oui, donc lorsqu'on dit à un jeune,
toi, tu vas pouvoir aspirer à tout au Québec. Toutes les portes pourront être ouvertes, c'est peu importe du milieu d'où tu proviens. Bien, c'est important aussi d'être très conscient donc, des biais qui peuvent exister dans notre société et que cette perspective de mobilité-là ne soit pas qu'économique, mais soit également perçue donc, dans cette perspective d'inclusion. Okay. Que chaque personne, peu importe le milieu socio-économique dont il est issu, mais également peu importe la communauté dont il est issu, puisse se voir à travers nos instances, puisse se voir représenté dans l'univers médiatique, puisse se voir représenté dans les différentes sphères d'influence et que à travers ces éléments-là, ça lui donne aussi cette inspiration-là pour pouvoir grandir. Donc, nous, comme élus, nous, comme praticiens de la politique, on a un devoir d'élaborer des politiques publiques qui permettent cet ascenseur social-là. Mais on a aussi une obligation de nous assurer que notre société soit la plus représentative que possible, représentative dans une perspective dynamique. Ce que je dis toujours, la diversité et l'inclusion, c'est pas un concept qui est statique, il est dynamique, donc ça évolue au fil du temps. Donc la diversité d'hier n'est pas la diversité d'aujourd'hui, mais qu'on soit très conscient de ces éléments-là lorsqu'on pense à cette mobilité-là et qu'on dise, qu'on envoie ce message-là à nos jeunes, qu'on transmette ce message-là à la prochaine génération. Un petit peu, Madame la députée, on a parlé un petit peu vraiment de comment les élections sont passées pour vous. Là, je voulais revenir un petit peu sur les points, on va dire, d'action. Vous avez déjà mentionné plus tôt. Donc, le développement économique, régional, le travail, l'emploi, la jeunesse, la langue française. Moi, je me demandais un petit peu, j'allais dire, comment vous avez fait pour prioriser peut-être la première année et surtout les années qui vous restent de votre mandat. Quels seront vos points de priorité majeurs, on va dire? Oui, c'est ça. Donc, j'ai nommé donc, mes rôles à titre donc, de porte-parole de l'opposition officielle, donc mes rôles parlementaires, donc les projets de loi sur lesquels je travaille, ainsi que les dossiers donc, pour lesquels je demande au gouvernement de rendre des comptes, là, parce que c'est aussi ça donc, le rôle d'élu. Donc, nous sommes l'intermédiaire entre les citoyens et l'administration publique. Nous sommes donc législateurs, bien évidemment, mais aussi contrôleurs de l'action gouvernementale. Donc, j'aime bien donc, expliquer un peu donc, ces trois piliers-là donc, du rôle de député parce que ça donne le ton donc, lorsqu'on pose la question suivante au niveau donc, de nos différentes priorités. Donc oui, comme législatrice, je veux pouvoir m'assurer donc, de pouvoir donc, déposer des projets de loi dans ces différents dossiers-là, mais comme députée donc, de circonscription, comme représentante de mes concitoyens, j'ai aussi beaucoup d'ambition pour Montréal-Nord. Puis, dans les prochaines années, puis je l'ai dit pendant toute l'année 2023, mais évidemment qu'en 2024, donc, on travaille très, très, très fort, les différents paliers de gouvernement ensemble pour que l'on puisse financer notre centre sportif, que l'on attend avec beaucoup d'impatience à Montréal-Nord. On le sait, donc les indicateurs sont là, mais dans Montréal-Nord, donc il n'y a pas donc, de centre sportif, donc les plateaux qu'on peut avoir donc, dans les deux écoles secondaires qui sont présentes, mais qui ne sont pas toujours disponibles. Donc, ce n'est pas suffisant pour répondre à la demande. Donc, on travaille donc très, très fort pour obtenir donc, ces financements-là. On a je travaille aussi donc très fort donc au niveau de la santé, donc nos grandes priorités, donc je dis donc centre sportif au niveau de la jeunesse, au niveau de la santé, nous assurer qu'on puisse avoir donc une plus grande offre de soins de santé, pas juste donc de médecins, mais d'équipes pluridisciplinaires donc présentes sur le territoire, mais qui soient présentes sur le territoire de manière à représenter celui-ci. Je m'explique quand je dis ça. Parfois donc nos institutions, on les aime, elles sont bonnes, on les aime, nos institutions québécoises, mais elles peuvent parfois être stériles lorsque la personne donc, qui fait face à ces institutions-là n'est pas familière avec son contenu, ses processus, ses codes. Donc, cette personne-là, qui soit donc dépourvue de moyens donc, ou de ressources financières, de ressources matérielles, ou tout simplement qui ne dispose pas donc, du réseau social qui est en mesure de façon informelle de lui transmettre, donc de lui communiquer comment le système fonctionne. Donc, tous ces éléments-là mis ensemble font en sorte que ces personnes-là peuvent se sentir plutôt en décalage
avec le système. Et donc, on les perd alors qu'elles sont bien souvent, statistiquement, donc les personnes les plus vulnérables. Okay. Nous, à Montréal-Nord, donc le nord-est de Montréal-Nord, donc pour ceux qui connaissent le territoire, Montréal-Nord, on a l'habitude de le diviser donc, entre l'est et l'ouest, l'est étant donc à l'est du boulevard Pineuf jusqu'à Albert-Hudon, la limite de la circonscription. Donc, le nord-est de Montréal-Nord est l'endroit avec la plus grande densité de population sur toute l'île de Montréal. Okay. Donc, en raison donc, des logements qui y sont présents. Donc, ça fait en sorte que on a donc statistiquement donc, cette plus grande vulnérabilité-là, donc dans ce poumon de la circonscription. Donc, on a besoin d'avoir donc des ressources de santé qui soient adaptées à cette clientèle-là, que ce ne soit pas la clientèle qui s'adapte au système de santé, mais que ce soit le système de santé qui s'adapte à la clientèle pour être en mesure de la servir adéquatement. Et c'est ce sur quoi donc, on travaille. Donc, on en fait donc, une grande priorité parce que ça reste évidemment, donc, c'est l'un des piliers donc, fondamentaux donc, d'un bien-être, d'une vie qui nous permet d'aspirer à plus, bien, c'est la santé. Donc, c'est l'un des éléments fondamentaux. Puis ça, on ne discrimine pas donc, lorsqu'on parle de santé. Donc, c'est vraiment donc, un élément donc, qui touche l'ensemble de la population. Et puis, sachant qu'on a une population donc, très hétérogène, très hétéroclite, bien, c'est important que nos institutions de santé donc, puissent s'y adapter et comprennent cette réalité-là. Donc, j'ai la chance de travailler avec des partenaires qui ont cette perspective-là aussi, mais certainement que ça va faire partie des priorités dans les prochaines années à Montréal-Nord. Puis évidemment, bien, vous avez dit le développement économique, c'est un peu un dada avec mon MBA, mon expérience donc, dans le secteur économique. Moi, quand je suis arrivée, je me suis dit, qu'est-ce que moi j'apporte à Montréal-Nord? Quand je disais plutôt pourquoi moi, j'ai dit, j'ai parlé de mon pourquoi à moi, étant donc la mobilité sociale, l'équité des chances, mais pourquoi moi? Évidemment, donc il y a mon parcours qui faisait en sorte que je me suis dit, je pense que, oui, je suis prête à devenir donc législateur, donc à faire ce travail-là avec sérieux, avec crédibilité, avec rigueur, mais également, j'arrive avec une volonté d'innovation sociale, puis une volonté de nous assurer que Montréal-Nord n'évolue pas, que Bourassa-Sauvé n'évolue pas en silo avec le reste de la population, avec le reste de la ville de Montréal, le reste du Québec. Donc, j'aborde les différents projets, mes priorités pour Montréal-Nord dans une perspective de partenariat aussi avec l'extérieur. Donc, c'est établir ces partenariats-là. Donc, ça fait partie donc, de mes priorités dans les 2 prochaines années. Donc, nous assurer donc, de créer, de tisser des ponts. Je parle des innovations sociales, mais toujours de nous assurer de le faire, non pas dans une perspective de répétition ou de calque de ce qui se fait déjà ou de dédoublement donc des organismes qui font un travail extraordinaire. Puis ça, je le dis, on a des organismes qui sont terrain, qui connaissent bien la population, qui connaissent bien le tissu social, qui sont des partenaires de leur développement, de leur épanouissement. C'est avec eux que j'ai envie donc de toujours innover, de toujours voir comment on peut sortir de la boîte, sortir littéralement de la boîte pour pouvoir offrir un service adéquat aux citoyens. Mais là, j'aimerais venir sur un point qui touche beaucoup de personnes ici à Montréal, j'allais dire au Québec. C'est vraiment le programme humanitaire familial pour le rassemblement, j'allais dire familial, qui j'allais dire, alerte beaucoup de personnes. Vous avez lancé une pétition. Est-ce que vous pouvez nous en dire plus? Qu'est-ce qui vous a poussé à vous porter marraine de cette pétition? Oui, pour moi, c'est important de devenir marraine de cette pétition-là, de la déposer, donc cette session parlementaire qui s'en vient à l'Assemblée nationale, parce que c'est un sujet qui touche énormément de Québécois, donc de Québécois d'origine haïtienne, vénézuélienne, colombienne, des gens qui se voient un peu lésés par la décision du gouvernement Legault de ne pas participer, de ne pas prendre part à ce programme humanitaire familial lancé par le gouvernement fédéral. Donc, nous avons plus de 2000 signatures déjà depuis que la pétition a été lancée. Je sais que nous en aurons encore plus, puis nous ne lâchons pas ce combat-là. Qu'est-ce que vous aimeriez peut-être voir du gouvernement? Vraiment un changement radical? Qu'est-ce que vous pensez, qu'est-ce que vous attendez du gouvernement avec cette pétition? Je m'attends à ce que le gouvernement constate que le sujet il est sérieux. Le gouvernement, donc le gouvernement Legault, le gouvernement de la CAQ, a abordé ce sujet avec beaucoup de désinvolture au cours de la dernière session parlementaire, pensant que les gens donc, ne se sentiraient pas concernés par sa décision, ne seraient pas en mesure de se mobiliser. Donc pour moi, c'était très important d'envoyer ce message-là, que
de façon générale, puis nous, au Parti libéral du Québec, on le fait régulièrement dans le contexte de la réunification familiale. Mais moi, comme élu, évidemment, ça touche la communauté haïtienne, mais ça touche beaucoup de gens qui habitent Bourassa-Sauvé. C'est important de lancer ce message-là au gouvernement et de voir s'il peut changer d'idée et nous assurer dans le libellé de la pétition que s'il y a une suite aussi à ce programme interfamilial, qu'il soit couvert par la volonté des signataires de la pétition. Merci vraiment d'avoir abordé ce point. Très rapidement, vous avez été élue étoile montante en fait, par l'Assemblée nationale du Québec, par vos collègues, par vos confrères. Oui. Quelle était votre réaction, très rapidement? Très fière, très émue. On a parlé de l'élection 2022, de la conciliation travail-famille. Donc, pour mon fils, pour mon entourage, pour tous ceux qui ont cru en moi, pour les électeurs qui m'ont fait confiance à l'occasion d'une investiture avant de m'élire députée de Bourassa-Sauvé, c'est à eux que je redonne un peu cette belle fleur-là. Puis pour moi, le message, c'est que le travail continue. Ce n'est que le début. Merci d'avoir été avec nous aujourd'hui. Merci. Merci à vous.